Mesdames, Messieurs les représentants de la famille de Marthe Raymond, Messieurs et Mesdames les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants de l'ANACRE, Association nationale des anciens combattants de la Résistance, Mesdames, Messieurs, si notre rencontre aujourd'hui a lieu, c'est une conjonction de le travail de l'ANACRE. Je n'oublierai pas de citer l'aide de M. Patrick Ovaguimian, qui nous a fait connaître et rencontrer les descendants de Marthe Raymond, et le travail de mémoire de notre camarade Christian Bocconi et Nicolas, secrétaire et historien de la section de l'ANAC de La Ciotat. Merci beaucoup. Nous n'inaugurons pas une place. Nous redonnons à cet espace sa véritable identité. Nous le replaçons dans l'histoire. En effet, pour les nouvelles générations, pour les nouveaux habitants, le nom de Marthe Raymond n'a aucune résonance. Il se perd dans l'anonymat. Les deux plaques d'origine mentionnées avec langue gauche aux couleurs nationales, ces mots essentiels. Résistante, déportée à Ravensbrück, morte des suites de sa déportation, 1913-1947. L'une d'elles avait disparu, victime de travaux sur façade, celle que vous avez derrière. L'autre restante a été arrachée et brisée volontairement par une main ignare ou scélérate. C'est à nous à deviner. Tout à fait. Cet ensemble nouvellement rénové, là où nous nous trouvons, et arboré, va renouer avec l'histoire. Marthe, née Cordera, vit le jour le 18 mai 1913 à La Ciotat. Après une jeunesse et une adolescence passées dans cette ville, elle épousa Élie Raymond, un patron coiffeur de la rue des Poilus. Comme beaucoup de citadins, l'occupation allemande dès 1942, la révolte, couvre-feu, littoral interdit, sortie compromise, restrictions et que pour l'alimentation, suffisance et arrogance de certains militaires. Marthe écoute sous le couvert Radio Londres, lit des papillons collés à la va-vite, voit les affiches de propagande lacérées ou surchargées du fait de la victoire. Elle sait que certains jeunes sont déjà partis dans les collines, parce que le terme maquis n'est pas encore employé dans le langage courant, il faut que vous le sachiez. C'est venu peu après. Peu à peu, son engagement se dessine. C'est à nous, 43, qu'elle franchit le pas et s'enrôle dans la résistance organisée. Au début, comme beaucoup de jeunes femmes, elle sera courrier. C'est un rôle essentiel à cette époque. Le manque de communication, les communications sont très limitées. Le téléphone est dangereux, le courrier postal très surveillé. Dans chaque tri postal, il y avait des équipes de la Gestapo et des équipes aussi de Vichy qui surveillaient le courrier. Le cheminement d'une boîte aux lettres à l'autre sera plus efficace. C'est ainsi que circuleront les tracts, les sensibles pour les rodéos clandestines, les journaux, les mots d'ordre, etc. Sans que le porteur en connaisse le contenu, ni le destinataire. Le réseau est ainsi couvert. Marthe remplit cette fonction avec beaucoup d'efficacité. Et on lui confie des tâches beaucoup plus importantes. C'est au cours d'une de ces opérations qu'elle sera arrêtée dans la région lyonnaise. Lyon est l'épicentre de la résistance. On le connaîtra les interrogatoires violents, pour pas dire les tortures, des sbires de Barbie et de Touvier, qui la marqueront pour la vie. Cette arrestation a eu lieu le 3 juin 1944. À ce propos, et c'est important de le rappeler, Marius Sioni, président à l'époque de l'ANACRE, prononçant devant sa tombe ces mots. Marthe Raymond, résistante de la première heure, arrêtée et torturée, a su rester digne devant ses bourreaux. Elle sera ensuite incarcérée jusqu'en juillet 1944, puis transférée à Paris pour rejoindre un convoi de 62 résistantes, en partance pour le camp de concentration de femmes de Ravensbrück. À la libération de ces 62, il n'en restait plus que 47. Le départ eut lieu le 4 août 1944.
et les dates là-dessus diffèrent de quelques jours suivant les sources. Dans un wagon à bestiaux plombé, sans hygiène, surchargé, sans eau ni nourriture, avec peu d'air et par une chaleur accablante, nous sommes en mois d'août, elles eurent l'avant-goût de ce qui les attendait. À l'arrivée, après des heures et des heures de transport, c'est un univers dantesque qui s'ouvre devant ces femmes pantelantes. Aboiement de chiens, ordres gutturaux lancés par des femmes et des hommes SS, matraques agitées et menaçantes, capots aux ordres tentant de mettre de l'ordre dans ce groupe. Les capots sont des droits communs. C'est un camp de travail. Pas de tonsure ni de tatouage. Mais chaque femme avait droit à une visite gynécologique où il n'y avait aucun soin à apporter. C'était vraiment un danger. Et une discipline de fer pour l'ensemble du camp. 12 heures de travail par jour. Pour ce groupe, ce sera essentiellement du terrassement. Une nourriture de mauvaise qualité et peu abondante. Des appels nombreux et interminables, été comme hiver. La tenue rayée obligatoire, avec pour les résistants, les politiques et les syndicalistes, un triangle rouge avec au centre la première lettre de sa nationalité sur le manche de la veste. Ce camp fut créé début 1939 près du lac de Wistenberg dans le Mecklembourg. Cette région est appelée la Petite Sibérie. C'est vous dire la fraîcheur qui doit arriver en plein hiver. De 1939 à 1945, 150 000 femmes de 23 nationalités différentes furent enregistrées. 92 000, c'était bien le chiffre, 92 000 y furent assassinés. Le crématoire situé en bordure du lac fume très souvent et c'est dans ces eaux que seront déversées les cendres. Aujourd'hui, une immense statue de bronze, une femme, un enfant, émerge du lac pour honorer ses victimes. Marthe, malade, est réfugiée au Revier. Qu'appelle-t-on le Revier? Le Revier, c'est un pseudo-hôpital où il n'y a pas de médicaments et pas de personnel médical. En fait, c'est un mouroir. Voilà. Le 30 avril, l'avant-garde soviétique arrive au camp. C'est effroyable. Des corps gisent partout. Des femmes hagardes errent dans les baraquements et aux abords. Il reste 2000 femmes dans le camp. Les soldats partagent leur ration, mais il faudra attendre plus de 24 heures pour voir arriver le gros de la troupe, c'est-à-dire l'intendance et les secours médicaux. Les secours médicaux, c'est 3 médecins et 7 infirmières. Une fosse commune sera rapidement creusée pour recevenir les cadavres et éviter les épidémies. Cette fosse est actuellement recouverte de rosiers des 23 pays. C'est par train que s'effectuera l'évacuation par nationalité. La première étape sera Paris et après un séjour à l'hôpital pour des compléments de soins, ce sera Marseille et La Ciotat où elle recevra un accueil enthousiaste de la population. Reprendre une vie normale après un tel enfer ne sera pas pour Marthe une chose aisée. Donner la vie sera pour elle une revanche sur le cauchemar qu'elle a vécu, sur la mort qui l'a frôlée, sur les tortures et les humiliations. Son fils, ici présent, naîtra le 20 décembre 1946. Le destin n'a pas voulu qu'elle le voie grandir. Elle s'éteindra le 11 avril 1947. Elle a 34 ans, c'est une jeune femme. Il n'a pas 4 mois. Marthe Raymond a été citée à l'ordre de l'armée. Elle a la médaille de la résistance, bien entendu. Mais elle a aussi une médaille très importante, c'est la croix de guerre avec palme. À La Ciotat, il y a eu des quantités de résistants. Il n'y en a qu'un qui a cette distinction, c'est Jean Ayoulas, le premier maire de La Ciotat après la libération. Aujourd'hui, des vents tourbillonnants secouent l'Europe et le monde, vous le savez. Nous n'avons plus de repères. La paix reste notre seul phare. Et je dis, soyons vigilants, très vigilants,
Ne laissons pas la porte ouverte au recommencement. Je vous fais partager une pensée de Jean Rostand qui m'interroge beaucoup et nous interrogerons ensemble. Il est affreux de voir revenir avec des couleurs d'avenir tout ce qu'on détestait dans le passé. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Bravo. Maintenant, quand les plaques sont masquées, on va demander à la dernière génération de la famille d'aller dévoiler les deux plaques. Celle-ci et celle de l'autre côté.